Bonjour, dans cette capsule, je suis venue vous parler de Kham Amagan, l'aïeul des chamans, et bien sûr aussi un petit peu du chamanisme. La définition qui est généralement donnée du chamanisme, c'est que c'est un ensemble de croyances et de pratiques liées au pouvoir du chaman. Moi, ça me laisse généralement très perplexe parce que c'est focus sur le personnage du ou de la chamane qui évoluerait au sein d'une communauté composée d'ignares, alors qu'en réalité, si on regarde avec plus d'attention, c'est pas du tout ça et c'est presque même le contraire en fait. Ce n'est pas le ou la chamane qui fait le chamanisme, mais c'est une communauté qui a des croyances très particulières, une conception, une perception du monde très particulière. Il y a une cosmogonie, il y a des mythes merveilleux et incroyables, hein. Et c'est donc au sein de cette communauté que le chaman va évoluer et trouver sa place. En quelque sorte, c'est la communauté qui fait le chaman et non pas le contraire. Alors c'est vrai que ce personnage, homme ou femme, ben, il va bien connaître les lois, les habitudes de sa communauté, mais il va aussi connaître tous les pans de l'inconscient, tout ce qui concerne l'âme, la psyché. Il va avoir une place de guérisseur en utilisant très souvent les plantes, mais il va aussi avoir cette place de guérisseur et d'intercesseur entre les différents mondes au niveau de l'âme et de l'inconscient. C'est-à-dire il va avoir intégré les schémas des archétypes, la danse des archétypes au sein de cette communauté et pouvoir intervenir si besoin en est. Dans ses voyages, il va rencontrer des figures, hein, des subpersonnalités, comme on dit en psychosynthèse, donc ils vont être sympathiques, hein, mais ça ne va pas être que des loups gentils ou des ours en peluche. Il va rencontrer aussi d'autres choses, hein. Il va faire face à tout ce qui est fascinant de ce monde qui nous dépasse, hein. C'est dans le sens lumineux, c'est-à-dire dans le sens sacré tel qu'il était défini par Rudolf Otto, mais il va aussi faire face au très mundane, c'est-à-dire à tout ce qui est terrifiant et qui fait frissonner. C'est-à-dire il va rencontrer des monstres, hein, avec lesquels il va devoir négocier, palabrer, voire des fois se bagarrer, comme dans les huttes tremblantes en Amérique du Nord. Donc voilà, l'étude que je vous propose ne peut se faire et n'a pu se faire que grâce aux travaux d'Evelyne Lotte-Flack, qui était une anthropologue française. La particularité des mondes primitifs, c'est de ne pas dissocier l'humain du cosmos. Pour eux, tout est de l'ordre de la nature, tout est la nature. Et c'est fascinant de voir comment, en fait, nous n'avons rien inventé, ni rien découvert, nous avons juste mis d'autres mots sur des concepts qui étaient connus depuis la nuit des temps. Nous pouvons comparer, par exemple, ces deux images avec d'un côté cet arbre primordial, hein, qui est très courant dans les cultures chamaniques, avec cette croyance de racines dans les profondeurs en dessous de la terre, le monde du dessous, et puis ses branches avec le monde du dessus, et au milieu, donc le monde du milieu, dans lequel se trouve l'être humain et son incarnation. Or, si nous le comparons à l'œuvre d'Acciajuoli, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en bas, nous avons l'inconscient inférieur, avec sa notion d'instinct, hein, et de possible terreau. Au-dessus, nous avons le monde supérieur avec ses possibilités d'imagination et de rêve, de feuilles qui poussent, hein. Et puis au centre, nous avons donc l'être, le moi, avec son rôle de incarné. Donc quelque part, c'est exactement la même chose. Nous n'avons absolument rien inventé. Il y a un petit extrait que je trouve très intéressant et qui nous permet de voir aussi les ressemblances entre ces anciennes croyances, hein, des peuples dits primitifs et ce que nous pouvons nous observer de la psyché humaine. Alors c'est un exemple qui est relaté par un Amérindien du peuple Navajo lors de son initiation chamanique. Alors il explique que c'était un panier comme celui-ci auquel on a fait appel quand j'allais mal. On a disposé tous mes objets personnels, y compris la clé de contact de mon véhicule, et un homme médecine a fait tourner le panier entre ses mains. On a fait tourner le panier pour moi dans le sens des aiguilles d'une montre, lentement, en imposant peu à peu à tous mes objets personnels de se regrouper au centre. Moi-même, j'observais ce panier et j'étais bien obligé de me dire que je devais moi aussi retrouver le centre,
parce que je descends comme tout Navarro des êtres sacrés dont je voyais les ombres dans le panier. C'est-à-dire qu'on pourrait exactement écrire la même chose après un exercice de travail intérieur qui consiste à se centrer par rapport à ce qu'on appelle le soi, justement. C'est exactement les mêmes images, hein, en tenant compte aussi de toute la dimension de l'inconscient collectif et du transgénérationnel. Donc on voit ici comment cette connaissance empirique, hein, des profondeurs de la psyché, nous semblons la connaître aujourd'hui, la découvrir. En réalité, nous la connaissons depuis la nuit des temps. Alors ces peuples ont longtemps été considérés comme des idiots et des ignares, hein, mais pour ma part, je suis plutôt émerveillée par leur savoir tout empirique qu'il soit, que je ne résiste pas au plaisir de vous donner un autre exemple. Alors cet exemple nous est relaté par Pierre Solier, qui l'a extrait des travaux de Gatling et Briem, et qui se passe, donc c'est un rite initiatique dans le peuple Mandan d'Amérique du Nord. Donc il raconte que devant chaque candidat, 4 piquets ayant à leur centre un objet de petite taille dont l'observateur ne put distinguer la forme, et comme il tentait de l'approcher, des cris surgirent pour lui interdire. C'était là l'objet le plus sacré des mystères que personne n'avait le droit de regarder au risque de le profaner. C'est incroyable cette description, parce que c'est exactement la même chose que la notion des 4 fonctions psychologiques dont nous parle Jung, et ça fait aussi référence à cette notion du soi avec un S majuscule intérieur, cet élément auquel on peut se connecter, auquel on peut chercher à se connecter pour avoir l'inspiration, pour se laisser guider vers le mouvement d'individuation, mais on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas l'intégrer complètement. C'est un élément un archétype que l'on retrouve dans de très nombreux mythes, ne serait-ce que dans le conte du Graal, ce Graal que l'on va chercher désespérément, mais qu'on ne peut pas regarder en face sous peine d'être complètement foudroyé et brûlé. Donc on voit ce savoir ancestral qui est là depuis la nuit des temps, cet archétype, et ces peuples primitifs en avaient intuitivement et empiriquement complètement intégré la connaissance. Un autre élément dans les pratiques chamaniques va nous donner des indications qui vont dans le même sens, hein. Nous savons que la plupart du temps, les chamans, hommes ou femmes, se cachent le visage. Alors soit ils mettent des masques ou alors ils peuvent mettre des rubans ou un voile, hein. Il s'agit de se priver du regard, c'est-à-dire ne pas être discret par le monde alentour, par le monde concret, pour être complètement disponible dans le monde intérieur, pour être tourné vers le monde intérieur. Et en réalité, on sait que souvent dans les mythes, on se prive d'une fonction dans le concret pour la rendre plus active dans l'autre monde. C'est ce qui se passe chez les Celtes avec ce qu'ils appellent la magie de la grue, que l'on connaît avec entre autres la déesse Bone et puis le dieu Lugh. Hein, le dieu Lugh, lors d'un combat qui semble assez compliqué pour lui, il s'arrête, il lève une jambe, il plie un bras, il ferme un œil, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à cette partie de lui-même dans le monde concret pour le combat, mais il les rend disponibles à l'autre monde pour se laisser guider aussi par les forces inconscientes. Donc là, on est dans un processus d'individuation où il y a une complétude de l'être à la fois présent dans le conscient et à la fois présent dans l'inconscient. Donc une fois disponible donc à cet autre monde, bien entendu, on va rencontrer toutes les figures, hein, qu'on appelle les subpersonnalités, par exemple en psychosynthèse, qui sont présentes et qui sont actives et très souvent plutôt autonomes. Donc on va rencontrer des figures mythiques, on va rencontrer les parties intégrantes de la psyché du peuple en question, on va rencontrer les instincts qui sont très souvent sous forme animale, on va rencontrer les personnifications des ombres et des maladies aussi, et bien entendu les figures mythologiques. J'imagine que chez les Wendat, c'est pas rare de croiser une figure qui se rapproche de la grande déesse Satansic.
À partir de là, on comprend bien que le chamanisme ne se résume pas à un personnage qui rentre en transe, hein. C'est tout un ensemble de choses qui sont relativement complexes et c'est surtout un rapport très particulier au cosmos et en particulier avec la Terre. Il y a un rapport très très présent avec la Terre et les énergies de la Terre qui est considérée comme sacrée, cette Terre, hein. Et souvent, il va y être question d'animer les énergies de la Terre en utilisant par exemple le tambour, et en tout cas il y aura souvent une notion de rythme, de taper des pieds, hein, de bouger, d'activité en ce sens-là. Mais c'est des choses que l'on retrouve aussi dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement naturel chez nous, dans les profondeurs, que ça ressurgit d'une manière ou d'une autre. Donc on retrouve ces mécanismes chez les Ménades, par exemple, avec Dionysos, qui ont leur tambour, leur bâton, qui tapent des pieds, qui tapent du bâton, etc., qui se relient aux forces sacrées de la terre. On va avoir Uzume, Bobo aussi, qui ont aussi cette fonction comme Uzume qui danse sur son bassin avec son bâton retourné, etc. Donc c'est vraiment se mettre au diapason des forces cosmiques, hein, en harmonie avec les forces cosmiques du monde et remettre de l'harmonie là où il y en a plus. Il s'agit vraiment, vraiment de ça. En ce qui concerne le lien sacré entre le chaman, ou plus exactement la chamane, parce que nous verrons que l'énergie est essentiellement féminine, dans son rapport sacré avec la terre, hein, nous devons prendre connaissance du fait que quand ces femmes mouraient, elles étaient rattachées à des lieux, elles devenaient des esprits du lieu en quelque sorte, hein, et on sait que le culte des sources sacrées restait lié au souvenir de la chamane qui était rattachée après sa mort. Les eaux de ces sources étaient donc réputées curatives, hein. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'on a encore, comme dans beaucoup de traditions et de mythologies, un lien très, très tenu entre le féminin et la terre sacrée et l'eau sacrée. Alors, Kam Amagan, ça veut dire textuellement la grand-mère des chamans. Le terme lui-même de Kam veut dire chaman et le titre de Amagan veut dire l'aïeul des Kam. Donc la première énergie chamanique, c'est donc une énergie féminine qui correspond complètement à la déesse des origines aussi, hein. Elle est décrite comme pouvant tirer ses pouvoirs et ses puissances des forces de la terre. Et le récit qui en parle conclut par les chamans entendent la voix de la Kam Amagan. En d'autres termes, c'est d'elle qu'ils reçoivent le don. Et ici, c'est important parce que ça nous montre que ça ouvre tout un tas de perspectives, hein, que le chaman n'est pas simplement relié à des animaux de pouvoir, mais qu'il est aussi relié et inspiré par d'autres forces, d'autres figures, et en particulier une figure majeure féminine. Que lui arrive-t-il à notre grande Cam Amagan? Elle possède un tambour à 3 têtes et un maillet à 10 branches. C'est-à-dire que avec son tambour, elle va faire du son, mais elle va surtout faire du rythme. Et le rythme, c'est la vie, c'est ce qui va générer la vie. Et le maillet a certainement à peu près la même fonction, ou même on peut imaginer que ce maillet, il va servir ultérieurement dans les mythes ultérieurs à frapper la tête de ceux qui doivent mourir. Mais ça, c'est voilà, c'est une autre histoire. Elle se trouve dans le troisième ciel, c'est-à-dire qu'elle est dans la partie de l'arbre, si on regarde l'arbre de vie, ou alors elle est dans l'inconscient supérieur de l'œuvre d'Assagioli, c'est-à-dire qu'elle est dans le monde du rêve. Elle n'est pas du tout incarnée encore. Elle est en potentiel. Et à cet endroit-là, il est dit qu'elle déchaîne les vents. Et ça, c'est assez intriguant parce que on retrouve cette distinction de déchaîner les vents avec Lilith, hein, ce féminin qui a été diabolisé ultérieurement, mais qui au départ était décrit comme déchaînant les vents. Donc on peut imaginer ce féminin en train de jouer du tambour et de jouer avec son maillet, en train de danser comme une faux-folle, mais elle est dans le monde du rêve et donc ça provoque tout un tas de perturbations, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir l'intervention d'un masculin, un héros qui s'appelle Elric, hein, qui va arriver et il va y avoir une altercation qui va faire qu'elle perd son tambour et que son tambour il tombe
sur la terre, hein. Et c'est assez intéressant aussi, c'est même magnifique parce qu'on voit déjà cette image du masculin qui permet la percée en fait, hein. On retrouve ces masculins taureaux avec leur lune qui percent la nuit, etc., etc. Mais on a déjà ce schéma-là qui est très, très, très précis. Donc son tambour, il tombe, et bien entendu, eh ben, elle va descendre pour récupérer son tambour, c'est-à-dire qu'on là, on a cette image du féminin archaïque qui se trouve dans le monde en potentiel, en rêve, et qui a la nécessité de s'incarner, de tomber sur Terre. On a la même image qu'avec la belle déesse Athensique. Donc arriver dans le monde sous Terre et donc sur Terre aussi, euh, on dit que le héros finit par gagner, c'est-à-dire que voilà, le féminin, ça y est, il est descendu, il est incarné, il va pouvoir se matérialiser. Ah, ça, c'est plutôt sympathique, hein. Et c'est assez rigolo parce que on dit qu'il aurait pu la tuer, mais il ne la tue pas parce que il sait que s'il la tue, il va mourir aussi. C'est-à-dire que là, Kamamagan, elle a vraiment un profil de grande déesse des origines, de ce féminin sans lequel rien n'est possible, de ce féminin dont tout est issu, y compris le héros avec par lequel elle a pu donc descendre et s'incarner. Une autre version raconte que Amagan est toujours dans son troisième ciel avec son tambour et son maillet et que son tambour chute, hein, et que c'est la première femme chamane du monde qui va la réceptionner et qui va donc l'apaiser, la réguler en quelque sorte. Ça, c'est aussi une image très intéressante parce qu'on voit le rôle ici de l'être chamanique qui va intervenir pour réguler, harmoniser toutes ces énergies cosmiques qui arrivent du troisième ciel et qui sont incarnées dans la matière, hein. C'est quelque chose de vraiment très très beau. Alors qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette Kamamagan, par rapport à nous-mêmes, hein? En fait, elle nous indique de nous relier au monde intérieur, hein, mais que ce soit les mondes d'en dessous et que les mondes d'en dessus qui doivent être reliés. C'est-à-dire comme si nous, on est bien à notre place dans le monde du milieu, on est en quelque sorte le tronc qui permet que la sève circule entre les racines et les branches, hein, et que l'énergie solaire puisse pénétrer par les branches et descendre dans les racines. Elle nous dit de nous connecter à nos instincts les plus sûrs, c'est-à-dire de ne pas partir dans des fantasmagories délirantes, mais de garder bien les pieds sur terre, avec cette notion d'incarnation, hein, de vie dans l'incarnation, avec ce tambour qui va être joué sur la terre. Donc elle nous dit de nous rattacher à la terre. Elle nous dit que cette terre, elle est sacrée, que le féminin, il a tout à fait sa place sacrée dans la terre sacrée. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette grande Amagan, si nous la tirons dans l'oracle des gardiennes des mythes, avec par exemple le questionnement de tiens, j'ai envie de commencer une thérapie et je vais regarder à quoi ressemblent les augures par rapport à cette thérapie. Alors nous avons Astarté, nous avons la Vénus préhistorique, nous avons Atensic et nous avons Kam Amagan. Donc là, c'est encore une fois très, très surprenant. Alors, ce qui symbolise la personne qui tire le jeu, c'est Astarté. Et là, on est vraiment dans une démarche de je suis en quête de moi-même, je cherche mon étoile, je cherche mon chemin, je cherche à me connecter au fameux soi avec un S majuscule, hein. Et donc, ça correspond bien à la question qui pourrait être posée. En face, nous avons la Vénus préhistorique, ça veut dire que le contexte et l'environnement est plutôt positif, hein. C'est comme si on avait la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner et qui a vraiment tous les éléments nécessaires de manière très archaïque, c'est-à-dire les pieds sur terre, mais avec toute l'énergie libidinale dans le sens jungien du terme pour nous accompagner. Donc je précise bien la notion d'accompagner, puisqu'un thérapeute ne va pas vous guérir ou vous soigner, il va juste vous accompagner sur un chemin. La guérison et le soin, c'est vous-même qui allez vous l'apporter. C'est dans ce sens qu'on est chacun le chaman de soi-même, comme le chante Chenko Namchilak, hein. Ensuite, en haut, nous avons Atensik, cette grande déesse des Wendat, qui est ce féminin qui tombe du ciel, donc qui tombe, qui arrive du monde
des rêves, hein, du temps des rêves, hein, et qui s'incarne, qui va mettre en place la terre et la matière. Donc ici, la psyché, l'âme, a un besoin d'incarnation, un besoin de réalisation qui pousse à cette quête de chercher son étoile. L'environnement est plutôt très positif. Et la réponse directe, c'est donc Kamamagan, ce qui voudrait dire que cette thérapie, elle se présente très bien, puisqu'elle va nous permettre d'avancer vers nos mondes intérieurs, alors les nôtres, bien entendu, en tant qu'individus, mais aussi avec un accès à tout ce qui s'appelle l'inconscient collectif, ce que les primitifs appelaient le monde des ancêtres. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et au milieu, donc, nous avons Bobo, et Bobo, nous l'avons déjà cité parce qu'elle représente cette énergie primitive de la vulve du féminin, cet endroit d'où nous venons tous et d'où surgit le désir de vie et la joie de vivre. Donc, moi, je dirais face à ce jeu-là, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut courir chercher la personne qui pourra le mieux nous accompagner et nous lancer sur le chemin. Pour conclure, je pourrais dire que dans toutes les transes qui vous sera amené à expérimenter d'une manière ou d'une autre, ce qui va compter, c'est pas tant la transe et la perte de repères, hein, c'est surtout de ne pas perdre le contact avec la terre, avec le sens sacré de la terre, de manière à se nourrir de ces énergies primordiales et dont nous avons absolument besoin. C'est à cette condition-là que la transe pourra être totalement profitable et nous permettre d'aller à la rencontre de nos profondeurs, des profondeurs psychiques, des profondeurs de notre âme, mais sans perdre le nord qui est rattaché à tous les éléments de la déesse mère, la caverne, la grotte, la pierre, etc. Et donc pour terminer, je vais vous souhaiter de bons voyages.